le gouvernement togolais a fait appel au Fonds monétaire international, FMI, pour un diagnostic approfondi de sa gouvernance. Cette initiative viserait à améliorer la transparence, lutter contre la corruption et renforcer l'efficacité des institutions publiques. Elle s'inscrit donc dans une série de réformes engagées pour moderniser le cadre institutionnel du pays. Ce diagnostic de gouvernance s'ajoute aux récentes réformes économiques soutenues par le FMI avec une approbation en mars 2024 d'une facilité élargie de crédit de 390 millions de dollars dont un décaissement a eu lieu en décembre pour appuyer le budget national. Malgré un contexte mondial incertain, l'économie togolaise affiche des performances encourageantes. La croissance s'est établie à 5,3% pour 2024 et estimée encore à 5,3% en 2025, tandis que l'inflation était maîtrisée, atteignant 3,6% en septembre 2024. Dans le cadre de ces efforts pour une gestion durable, le Togo a également mené une évaluation des investissements publics sous l'angle climatique avec l'appui du FMI, une initiative qui vise l'intégration des enjeux environnementaux dans la planification budgétaire. Le diagnostic de gouvernance attendu du FMI pourrait être déterminant. En identifiant les failles institutionnelles, il permettra de renforcer la confiance des investisseurs et d'améliorer la transparence. En rendant publiques les conclusions de l'audit, le Togo pourra consolider sa position régionale et envoyer un signal fort en faveur d'une gouvernance responsable et inclusive. Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques croissants, le Togo s'engage dans une nouvelle démarche pour mieux comprendre et structurer son économie réelle. Le recensement général des entreprises, RGE, dont la deuxième édition est en cours de préparation, s'impose comme un outil stratégique pour cartographier le tissu entrepreneurial national et orienter les politiques publiques. Le RGE2 vise à dresser une radiographie complète du paysage économique togolais en mettant en lumière les forces et faiblesses des différents secteurs d'activité. Les résultats attendus ne sont pas uniquement destinés aux décideurs publics, mais également aux investisseurs privés et partenaires au développement. En fournissant une cartographie précise des entreprises, le recensement permettra de mieux orienter les investissements vers des secteurs stratégiques et d'accompagner la formalisation des activités informelles. L'un des enjeux majeurs est la capture de la réalité du secteur informel, qui représente une part importante de l'économie togolaise et qui fournit près de 88% des emplois. En intégrant ces acteurs dans ces analyses, le recensement pourrait ouvrir la voie des politiques inclusives visant à formaliser progressivement ces activités tout en préservant leur dynamisme. Alors que le recensement vise à mieux structurer l'économie togolaise, il pourrait aussi révéler des réalités moins visibles comme les entreprises dites fantômes. Ces structures, parfois inscrites sur les registres officiels sans véritable activité, pourraient impacter la fiscalité et la compétitivité des entreprises légales. Le RGE2 représente ainsi une occasion unique pour identifier ces entités et évaluer leur influence sur l'économie nationale. La décentralisation est un processus clé pour le renforcement de la démocratie locale et le développement économique. Au Togo, lancé il y a plusieurs années, ce processus a permis la création de communes, marquant une avancée significative vers une gouvernance plus inclusive. Elle a également permis aux élus locaux d'apprendre à gérer les villes, à élaborer des budgets, élever des taxes et à développer des infrastructures sociales telles que les écoles, les centres de santé et les marchés. Aujourd'hui, près d'un tiers des communes disposent d'un plan de développement communal PDC, outil central pour structurer et mettre en œuvre les politiques locales. En effet, sur les 117 communes du pays, 35 disposent de leur PDC, soit 29,9%, tandis que 42 sont dans le processus d'élaboration. Les 117 communes ne disposent pas également toutes les mêmes moyens ni les mêmes capacités de gestion. Les grandes villes comme Lomé ou Kara bénéficient d'un potentiel fiscal et d'infrastructures déjà établis, tandis que les petites communes rurales manquent parfois de ressources pour répondre aux besoins de leur population. Plusieurs défis restent ainsi à relever pour consolider la réforme de décentralisation. Les rideaux sont tombés sur le 38e sommet de l'Union africaine ce dimanche 16 février à Addis Abeba, en Éthiopie. Si le renouvellement du bureau de la commission de l'organisation a été le principal sujet de la rencontre, l'occasion a été aussi pour les représentations des pays de plancher sur les maux du continent. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat
a cédé la présidence de la Commission de l'Union au Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. À l'heure actuelle, le continent est confronté à plusieurs crises. Conflit meurtrier au Soudan, reprise de la guerre dans l'est de la RDC avec un risque d'escalade régionale, une crise post-électorale au Mozambique, puis la menace terroriste persistante dans le Sahel. Depuis la multiplication des crises sur le continent, il est reproché à l'organisation continentale d'être trop absente, surtout sur des crises majeures comme la guerre au Tigré, au Soudan et actuellement en République démocratique du Congo. Au-delà des crises politiques, l'Afrique subit depuis des années une pression financière sans précédent. La majorité des pays du continent consacrent plus de la moitié de leurs richesses au service de la dette, limitant ainsi leur capacité à investir dans les services essentiels comme l'éducation et la santé. Selon nombreux analystes, le système financier actuel des États africains avait été conçu quand ceux-ci étaient encore des colonies et non des nations souveraines. Par ailleurs, ce 38e sommet de l'Union africaine a conduit à l'adoption de la décision qualifiant l'esclavage, la déportation des peuples africains et la colonisation comme crimes contre l'humanité et génocide contre les peuples africains. Lubero, dans le Nord Kivu, a des airs de ville fantôme. Au grand marché, les commerces sont fermés et parfois même barricadés. Selon les habitants, des dizaines de boutiques ont été pillées par des soldats congolais en fuite. Ce commerçant est soulagé, son magasin est intact. Les boutiques qui ont été pillées, c'est surtout celles où l'on vend des téléphones, des habits, des mallettes. Depuis une semaine, les combats ont repris dans le territoire de Lubero. Selon la presse locale, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de localités comme Kitsongiro et Ndoluma, des agglomérations situées sur la route qui mène à Butembo. La zone contrôlée par les rebelles s'étend de jour en jour. La situation est compliquée, c'est vrai. Nous avons appris une fois encore que la cité de Kipese venait de tomber sous contrôle du M23. C'est triste parce que c'est sécurisant, parce que des gens ils vivent la dictature du M23. À Butembo aussi, la panique gagne les esprits. Dans cette grande ville commerçante, certains marchands vident leurs magasins par peur des pillages. On n'a pas demandé à la population d'ouvrir, mais ils observent d'abord avant qu'ils ne puissent ouvrir leur vie. Vous savez, les forces loyalistes sont là, après de sécurité. L'ennemi ne tombe pas. Plus au nord encore, à Beni, des soldats ougandais ont été aperçus partant en direction de Lubero. Mais leur présence interroge les habitants. On ne sait pas si l'armée ougandaise joue vraiment quel rôle dans les opérations qui se passent chez nous. Bien qu'ils soient en train de renforcer leurs troupes, l'ADF continue à tuer les gens à semer terreur à territoire de Beni et une partie du territoire de Lubero. Les agresseurs du M23 continuent à progresser sans être arrêtés. Donc on est en train de se demander, réellement, ils sont là pour nous aider ou alors ils ont un autre agenda, un agenda caché. Lubero représente le dernier verrou stratégique avant Butembo et Beni. Sa prise pourrait bien sceller le sort du nord de la province, tandis que ces derniers jours, des affrontements ont également éclaté dans le sud, dans le territoire de Massissi. De la communauté internationale, je les invite à faire comme les Américains et tous à faire plus et davantage. Dans tous les cas, ce qu'il faut obtenir, c'est la fin des hostilités, c'est le retrait du Rwanda et du M23 de l'entièreté du territoire national. On ne peut pas nier la portée forte du symbole James Kabarebe et tout ce qui représente au Rwanda par rapport à l'intrusion du Rwanda en RDC. Et donc ce choix des États-Unis est vraiment emblématique. C'est la partie des verras qui sont traînés pour donner le sperme pour la semence. Jean-Claude Chirimpoumou est éleveur et supervise un centre de collecte d'insémination artificielle de porcs dans le district de Gitchumbi depuis 3 ans. Ici, le vétérinaire collecte le sperme de ce verra. Une fois le liquide tiré, il est traité, emballé et mis au frigo en attendant d'être inséminé chez une femelle. Avec une dose, elle peut mettre au monde en moyenne 14 porcelets contre moins de 10 avec la méthode naturelle.
Jean-Claude Chirimpumu est aussi le représentant des éleveurs de porc au Rwanda. Lui et son équipe de 12 salariés ont été formés à ce procédé en partie grâce au financement de l'agence américaine USAID, désormais coupée. On est en train d'enseigner pour que ça entre dans le menu journalier de chaque population rwandaise, puisqu'il est disponible, il est moins cher et aussi avec les races que nous avons, donne une bonne qualité de la viande. Mais comment réussir à augmenter la production avec l'arrêt soudain de l'aide américaine ? Jean-Claude espère désormais que le gouvernement prendra des mesures pour compenser le gel des dotations de l'USAID. Je pense que le ministère de l'Agriculture va faire beaucoup pour que le programme qu'on avait commencé continue d'une façon normale. Pour nous les éleveurs, il n'y a rien de changé puisqu'on va continuer à travailler comme on travaillait. Si le ministère vient pour nous appuyer encore, on va toujours dans la même voie de produire mieux et produire beaucoup puisqu'ils ont besoin beaucoup de la viande de porc. Le centre produit entre 600 et 1000 doses de semences par mois, vendues à environ 4 € aux éleveurs. Un simple message et le colis est transporté par drone à sa localisation. Aujourd'hui, c'est Cyprien qui reçoit sa commande. Le vétérinaire lui apporte la semence et procède à l'insémination du porc. C'est la 3e espèce la plus élevée au Rwanda. Cela fait 1 an que cet agriculteur s'est converti à l'élevage, notamment grâce aux formations et aux aides dispensées par l'USAID. On avait des formations de prévues, mais si ça se passe pas, tant pis. Mais ça serait bien qu'on continue à en faire. C'est fort possible qu'il y ait d'autres partenaires, surtout que le gouvernement est en train de renforcer l'élevage. C'est fort possible. Ni l'USAID, ni le gouvernement rwandais n'a répondu à nos demandes d'interview sur comment ils comptent accompagner les éleveurs après le gel des aides américaines. L'exportation de la viande a rapporté au Rwanda 22,3 millions de dollars en 2023, quasiment 3 fois plus que l'année précédente. Le gouvernement prévoit encore d'augmenter la production de viande de 20% d'ici 2029. Des centaines de visages marqués par le chagrin sur la place des otages de Tel Aviv ce jeudi soir. Un rassemblement en hommage à Kfir et Ariel Bibas, leur mère Shiri et Oded Lifshitz, dont les dépouilles viennent d'être restituées. Pourtant, en pleine nuit, une annonce vient perturber le recueillement national. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir remis un corps inconnu à la place de celui de Shiri Bibas. Elle se base sur l'autopsie effectuée par l'Institut médico-légal de Tel Aviv. C'est notre réalité, mais on dirait que ce n'est pas la vie réelle. Personne ne devrait vivre ça. Ariel et Kfir ne font pas partie de ma famille, mais d'une certaine façon, oui. Pourquoi est-ce que nous devons vivre dans cette réalité folle pendant que le monde reste silencieux ? L'armée israélienne dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu et affirme que les otages ont été brutalement tués en captivité par leurs ravisseurs et non dans des bombardements israéliens sur Gaza en novembre 2023, comme le répète le Hamas. Benjamin Netanyahou promet une réponse ferme. Avec un cynisme inimaginable, le Hamas n'a pas rendu Shiri et ils ont placé le corps d'une femme de Gaza dans le cercueil. Nous allons agir avec détermination pour ramener Shiri à la maison, ainsi que tous nos otages, et nous veillerons à ce que le Hamas paye le prix de cette violation cruelle et perverse de l'accord. De leur côté, les Nations Unies ont critiqué la mise en scène de retour des dépouilles des 4 victimes du Hamas à Gaza, la qualifiant d'abjecte et cruelle. Ce samedi, le Hamas va libérer 6 nouveaux otages israéliens contre des centaines de prisonniers palestiniens. Plus tôt cette semaine, le mouvement palestinien s'était dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages encore retenus à Gaza. Selon l'armée israélienne, 70 personnes sont toujours retenues dans l'enclave palestinienne, dont au moins 35 sont mortes. Une paix durable et solide. Plus d'1 heure d'échanges en direct sur les réseaux sociaux et un message clair. Nous voulons la paix.
Mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine, parce que ça c'est dangereux, et ça on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin, on l'a déjà vécu. Question après question, Emmanuel Macron détaille sa position sur le conflit et établit une priorité pour l'Union européenne. Nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. La France, qui consacre aujourd'hui 2% de son PIB à sa défense, pourrait ainsi augmenter le budget de son armée. Parmi les pistes envisagées, un emprunt commun européen ou encore le lancement de produits d'épargne pour financer les prochains programmes de défense. Autre question posée par les internautes, celle d'un possible envoi de troupes françaises en Ukraine. Ce n'est pas à l'ordre du jour, annonce le président. Je n'ai pas décidé demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. Emmanuel Macron se rendra lundi à Washington pour rencontrer Donald Trump. Il a d'ores et déjà dévoilé son angle d'attaque face au président américain, le mettre en garde contre toute faiblesse face à Vladimir Poutine. L'actualité internationale de la semaine s'est invitée à la ronde finale des responsables des partis allemands, l'invasion russe en Ukraine et les discussions entre Washington et Moscou, saluées par l'extrême droite. Il convient de noter que Donald Trump met en œuvre exactement ce que nous exigeons depuis 3 ans, un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture de négociations de paix. Je crois que la question clé est en fait la suivante. L'Europe est-elle capable de se défendre? Et là, nous sommes sur une question tout à fait centrale, le financement. La place de l'Europe face à cette Amérique qui s'éloigne du vieux continent, au cœur aussi d'un meeting du candidat du Parti conservateur. La tranchée dans l'Atlantique se creuse. Et la question de savoir si nous, la République fédérale d'Allemagne, pouvons encore célébrer en toute insouciance nos 70 ans dans l'OTAN avec les Américains, reste pour l'instant sans réponse. Les conservateurs font toujours la course en tête dans les sondages, suivis par l'AfD et les sociodémocrates. À Berlin, on oscille entre crainte et envie de changement. Je m'attends à ce qu'il y ait malheureusement un nouveau virage à droite. Les 20% de voix remportés par l'AfD m'inquiètent déjà beaucoup. Pour moi, les thèmes décisifs sont dans l'ordre, la paix, la politique migratoire et la politique économique. Et je trouve qu'on n'en tient pas assez compte, ou alors de manière trop polémique. Première projection attendue dimanche en début de soirée.